Bonjour à tous, bienvenue dans le débat du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique. Bonjour. Bonjour Christine Kelly. On abordera 3 thèmes ensemble. Chaleur record, canicule qui dure. Agnès Buzyn est en déplacement à Nîmes dans le cadre du plan canicule. Que fait le gouvernement face à cette menace? Peut-on encore changer les choses? On se posera la question. Le gouvernement qui part en vacances demain. Hier soir, les ministres ont dîné à l'Elysée pour resserrer les rangs sur fond de l'affaire Benalla. Sébastien Lecornu y était. Il nous dira ce qu'ils ont pensé. Et puis, nous demanderons à notre invité son bilan 1 an après son arrivée au pouvoir, ce qu'il a fait concrètement pour changer la vie des Français. Écologie, oui, mais pédagogie. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique, vous avez 32 ans. Il semblerait que ce soit le cas, oui. Et oui, et Benjamin du gouvernement, ravi de vous accueillir pour aujourd'hui le temps de la discussion, le temps de l'expression. On prend le temps, juste avant quand même de développer ces titres, une image qui choque quand même d'hier, de cette bagarre, cette violente bagarre à l'aéroport d'Orly. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? On est tous pères, mères de famille ou simples citoyens. On est en pleine vacances, tout le monde va à l'aéroport et on a une telle bagarre et qui plus est dans une zone totalement sécurisée. C'est lamentable et pathétique. Je pense que les choses sont claires. On est tous choqués par ces images. Aéroport de Paris, qui est une entreprise publique qui dépend de l'État, a décidé de porter plainte contre ces 2 personnes qui sont actuellement en garde à vue. Et je crois savoir aussi que les propriétaires de la boutique qui a été largement abîmée et saccagée, eux aussi portent plainte. Donc la justice passera. Une fois de plus, c'est pathétique et lamentable. Alors on verra ce que ça donne. On a envie de se demander que fait la police, où est notre sécurité. Voilà, tout le monde est à l'aéroport. Pour le coup, les moyens sont déployés en matière de sécurité dans les aéroports et les gares sont particulièrement importants en cette période estivale. Mais une fois de plus, vous n'empêcherez jamais 2 personnes, pardonnez-moi, ayant un comportement imbécile de faire n'importe quoi. Ils ont vite été appréhendés, ils sont en garde à vue. Alors, vous étiez au dîner à l'Élysée hier soir, cher Sébastien Lecornu. C'était comment? Racontez-nous. C'était une ambiance conviviale, à l'invitation du couple présidentiel. Le président de la République et Brigitte Macron nous ont effectivement reçus dans un cadre qui n'était pas un cadre inédit, puisque nous avions déjà fait ce dîner l'année dernière. Pas avec les époux. En fin de... Si, également avec les conjointes et conjoints l'année dernière. Donc ça devient désormais un rituel de fin de session parlementaire pour nous autres, donc au mois de juillet dernier. L'année dernière, vous veniez d'arriver, c'était une ambiance peut-être agréable. Et aujourd'hui, hier, c'était peut-être plus tendu, non? Absolument pas. Pas du tout. Ambiance amicale, puisque le Premier ministre a su créer une ambiance d'équipe autour de lui ces 12 derniers mois, enfin 14 derniers mois pour certains d'entre nous. Et puis une ambiance déterminée à préparer la rentrée et avancer sur les grands chantiers de transformation du pays. Moi, j'ai senti hier soir le président de la République, lorsqu'il a pris la parole au début du dîner, concentré comme jamais, tout à sa tâche, et donc avec un gouvernement aussi tout à sa tâche, pour continuer l'action que nous avons désormais entamée il y a maintenant plusieurs mois. L'équipe était soudée et concentrée. Équipe soudée, concentrée. Petite question juste personnelle, vous avez mangé quoi? Je fais attention à ma ligne par cette Vous n'avez pas dîné? Si, j'ai fait attention, des légumes. Des légumes. Alors, quand même, en majorité plus resserrée, c'était quand même sur fond d'affaire Benalla. Vous n'avez pas du tout parlé de l'affaire Benalla, oui? Non, du tout. Pas du tout? Non, vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de médias qui parlent de l'affaire Benalla. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui, pendant leurs vacances ou sur leur lieu de travail, parlent de l'affaire Benalla. Et une fois de plus, hier soir, nous étions concentrés sur nos travaux et nos tâches. L'occasion aussi pour nous de nous voir une dernière fois avant une pause de 15 jours, ce qui permet de faire avancer certains dossiers. Je pense que les Français seront rassurés de savoir que nous ne sommes pas auto-centrés sur nous-mêmes, mais bel et bien au taf, comme on dit si bien. Vous partez où en vacances? Je partirai dans le Var. Bon, dans le Var. Mais j'ai appris que vous avez été gendarme avec Alexandre Benalla. Vous avez été son commandant de peloton. Il y a 5-6 ans. Il était comment, Alexandre Benalla? J'étais officier de gendarmerie de réserve. Oui. Et je commandais effectivement un peloton dans l'Eure qui faisait de la lutte contre les cambriolages, soit pendant les fêtes de fin d'année, soit en période estivale. Et j'ai commandé Alexandre Benalla. Et en dépit de la faute, pour reprendre l'expression qu'il a lui-même employée, qu'il a commise le 1er mai, il ne faut pas refaire l'histoire. Alexandre Benalla était un bon gendarme. Voilà, il était particulièrement engagé. Ça s'est bien passé avec lui. Ça se passait très bien. Aucune affaire, aucun débordement avec lui à l'époque? Rien du tout. D'accord. Ça vous a surpris alors justement quand cette affaire a explosé, cette faute?
Oui, forcément. Enfin, lui-même s'est exprimé sur le sujet. La sanction est passée par là, son licenciement aussi. Et actuellement, des enquêtes judiciaires sont en cours. Donc, il n'y a pas lieu de s'exprimer davantage sur ce sujet. Je crois que tout a été dit ces dernières semaines. Oh, mais en tout cas, on en découvre quand même tous les jours, si vous permettez, Sébastien Lecornu. 34 départements en vigilance orange, 40 degrés attendus aujourd'hui. La canicule va se poursuivre plusieurs jours sur la France. C'est le 3e mois de juillet le plus chaud à l'échelle nationale depuis 1900. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va s'aggraver, à votre avis? Oui, clairement, les scientifiques le disent. On est dans une phase de dérèglement climatique important. On est dans une nouvelle ère liée au climat. Et donc, ça a des répercussions très concrètes sur notre vie d'homme, avec un grand H. Les feux de forêt, les épisodes de canicule, les pics de pollution, les différents problèmes de crues. On le voit bien, il y a désormais plus de saisonnalité sur les différents phénomènes climatiques que nous pouvons rencontrer. Ça nous amène à avoir beaucoup de vigilance. Alors, il y a plusieurs manière de répondre à cela. En amont, c'est toute l'action que l'on a avec Nicolas Hulot et Brune Poirson sur le combat que nous avons engagé à la demande du président de la République pour le climat. On y reviendra sans doute dans un instant avec sur mon plaisir, bilan. dans le détail, il y a également un enjeu sanitaire, c'est ce que fait Agnès Buzyn avec son plan canicule, puisqu'un tiers des départements français, effectivement, sont en vigilance orange Météo France, mais beaucoup plus de départements le sont en matière de vigilance sanitaire, puisqu'on sait très très bien que la canicule touche avant tout les plus fragiles, les SDF. On pense beaucoup aux personnes, pour les personnes âgées, pour les enfants. Ayons aussi une pensée pour les personnes sans domicile fixe. On pense beaucoup à eux d'un point de vue médiatique d'ailleurs. L'hiver, en période de grand froid, on oublie trop souvent que la plupart des décès sont aussi en période de canicule. Donc là, il y a un enjeu sanitaire important, puis un enjeu de sécurité civile pure. On le voit bien avec les incendies de forêt, on le voit bien avec les inondations, la prévention de tous ces risques. Là aussi, il faut savoir répondre. La crue qui a lieu en Corse, l'inondation, ça aussi, est-ce que c'est... Vous savez, ça en fait partie? J'étais président du département de l'Eure. Il y a seulement 1 mois et demi, une personne a trouvé la mort, un de nos concitoyens a trouvé la mort dans une inondation particulièrement violente et soudaine. Donc ces phénomènes de dérèglement-là, nous allons devoir apprendre à vivre avec, sans pour autant s'y résigner. C'est bel et bien pour ça qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, puisque ce sont ces pics de gaz à effet de serre qui engendrent ces dérèglements. Donc plus d'inondations, plus d'orages, plus de violence, plus de crues, etc. Pas qu'en France, on voit bien dans d'autres pays. Regardez en Suède, regardez au Japon. C'est un phénomène que nous connaissons sur l'ensemble de la planète. Complètement mondial, et on va venir tout à l'heure, un phénomène international, mais à traiter au niveau local. On verra ça avec vous. Les accords de Paris disent qu'il faut en fait limiter ces dépassements de 2 degrés. 1,5 degré à 2 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle, en clair par rapport au 19e siècle. Oui. D'accord. Et là, on a vu qu'on est à 40 degrés. On espère pouvoir limiter. On a eu ce matin sur notre plateau ici sur CNews un climatologue, Hervé Letreut, qui dit que les accords de Paris sont insuffisants. Vous nous direz ce que vous en pensez. Il y a des promesses qu'ont fait les États, des contributions nationales qui ont été validées quand l'accord de Paris a été ratifié. Elles sont insuffisantes aujourd'hui. Quand on fait le bilan de ce qu'elles permettent, elles sont insuffisantes d'un facteur peut-être 2 à 4. Ça veut dire qu'il va falloir y revenir. Il y a un dialogue de facilitation en fin d'année qui doit permettre aux États de renforcer leurs promesses et leurs actions. Je pense que ce dialogue sera très important. Il sera associé à la prochaine COP, à la remise d'un nouveau rapport du GIEC. Je pense qu'une mobilisation autour de ce dialogue de facilitation sera extrêmement importante. Alors, insuffisant, ces accords de Paris? Non, mais il y a une urgence, tout le monde le sait. Après, il y a les paroles et les actes. Faut quand même se rappeler qu'en 2017, au moment où le président des États-Unis, M. Trump, décide de se désengager justement de cet accord de Paris, le président de la République française lui a tout fait pour sauver cet accord avec des initiatives diplomatiques importantes. On y reviendra sans doute. Mais également, nous mettons nos paroles et nos actes en conformité dans notre politique nationale. Le plan climat qui a été déployé ces 12 derniers mois va dans ce sens-là. Moi, je veux bien qu'on se fasse parfois réprimandé par les oppositions, notamment politiques, qui nous reprochent d'augmenter les coûts du carburant et de faire le rattrapage du diesel sur l'essence, et en même temps, ils nous reprochent de rien faire pour limiter le nombre d'émanations de gaz à effet de serre. Et donc, on sait très bien que ces gaz à effet de serre reposent souvent sur nos mobilités, sur nos transports, mais également sur la production d'électricité, sur l'énergie. Donc, il y a un chemin à parcourir, on le fait à l'échelle nationale, c'est la fermeture prochaine des 4 centrales à charbon qui produisent de l'électricité encore sur le territoire français, c'est le projet de loi que nous avons fait voter au Parlement, parmi les 41 projets de loi votés en un an, il y a celui qui permet justement d'interdire l'exploration, l'exploitation des hydrocarbures pour laisser dans le sous-sol français les hydrocarbures et les énergies fossiles pour éviter bien évidemment qu'elles ne produisent là aussi ces gaz à effet de serre demain. Donc il est urgent d'agir. Mais une fois plus, c'est pas trop tard pour agir, parce que là on a l'impression. Climatologues disent que oui. La réalité, c'est que nous ne faisons pas violence, nous Français. Est-ce que ce que nous faisons, nous Français, est suffisant?
La réponse est sûrement non au regard de l'urgence climatique. Est-ce qu'il faut lâcher prise pour autant ? Est-ce que nous sommes les si mauvais élèves de la classe que ça, dans la classe mondiale ? La réponse est non, puisqu'il y a une volonté très forte politique et du Parlement, et du Président de la République, et du gouvernement pour avancer sur ces sujets. On ne s'est pas réveillé trop tard, Sébastien Lecornu. Est-ce qu'on n'est pas en train de payer aujourd'hui cette canicule, etc., par rapport à ce qu'on aurait dû faire dans les années 70, 80, qu'on n'a pas fait ? Sûrement. Mais c'est pas trop tard. Problème global, réponse globale. C'est un des rares problèmes dans lesquels on ne peut pas tout attendre de l'État. Et pourtant, l'État doit faire beaucoup. C'est un des rares problèmes sur lesquels on ne peut pas tout attendre des collectivités territoriales. Et pourtant, on va y revenir, elles peuvent faire beaucoup. Et c'est aussi un problème sur lequel on doit attendre du comportement individuel des gens. Choisir de faire du covoiturage plutôt que de prendre sa voiture seule. Choisir les transports collectifs plutôt que de prendre sa voiture seule. Choisir de se lancer dans un comportement vertueux sur le tri des déchets, sur le gaspillage alimentaire. Donc au final, on voit bien que c'est une responsabilité qui tend autant au dialogue entre les différentes nations et les États, à l'échelle internationale, les COP, les grands rassemblements internationaux, que dans la vie de chaque citoyen. C'est en cela aussi que le chemin est long et complexe parce qu'il est culturel. Il ne repose pas que sur une politique publique. On est au jour du dépassement +1. Jour du dépassement, on comprend à peine ce que ça veut dire, on va en parler tout de suite. Est-ce qu'il y a un lien entre réchauffement climatique et tout ça ? Oui, clairement, bien sûr. C'est quoi le dépassement ? C'est quoi ? On puise l'humanité puise davantage dans les ressources de la planète que ce qu'elle peut nous offrir. C'est le contraire de la durabilité. Dépense comme si on dépense c'est quoi un plus d'argent développement qu'on en a. durable ? C'est on prend des ressources naturelles que l'on va réussir à régénérer. Et lorsqu'on prend plus que ce que la planète peut nous offrir, par définition, on vit à crédit. Et ce crédit-là, cette dette-là, par définition, on la donne à nos enfants et à nos petits-enfants. Parce que là aussi... Qu'est-ce qui va se passer pour eux demain ? Par définition, vous voyez que ce jour du dépassement, c'est-à-dire ce moment où dans l'année on puise plus que l'on reçoit de la planète, il s'avance dans le temps. Il y a quelques années, c'était au mois de décembre. L'année dernière, c'était un jour de plus, au mois d'août. Là, on a encore perdu une journée. Certains climatologues nous prédisent que l'année prochaine, ça sera au mois de juillet. Donc on voit bien évidemment que la pente n'est pas la bonne. C'est pour ça qu'il faut agir vite. On va regarder un extrait d'une vidéo que vous avez retweetée avec Nicolas Hulot qui parle de ce jour du dépassement. 1er août, aujourd'hui c'est ce que l'on appelle le jour du dépassement. Rendez-vous bien compte qu'en 1978 c'était le 9 novembre, en 98 le 3 octobre, aujourd'hui le 1er août. Qu'en sera-t-il l'an prochain ? Nous avons besoin, j'ai besoin, la planète, nos enfants ont besoin de cette mobilisation autour de la démarche #MoveTheDebt. Tout simplement, il faut faire reculer cette date tous ensemble. Reculer cette date tous ensemble, Sébastien Lecornu. Concrètement, moi, qu'est-ce que je peux faire ? Vous en parliez tout à l'heure, c'est-à-dire prendre le vélo plutôt que la voiture et beaucoup d'actes personnels que chacun doit prendre ses responsabilités. Non, mais il y a une dimension citoyenne et individuelle puisqu'on est tous consommateurs d'électricité, tous consommateurs et usagers des mobilités, y compris lorsqu'elles reposent sur les énergies fossiles. On est tous producteurs de déchets, de gaz à effet de serre, on est tous consommateurs d'eau. Enfin bref, donc il est évident qu'il y a une approche individuelle. Après, il y a aussi des approches collectives. Vous voyez la transition énergétique que nous sommes en train d'amorcer. On va en parler. Juste avant de parler de cela, les crèmes solaires, est-ce que là aussi elles sont incriminées dans ce genre de dépassement, dans le réchauffement climatique, les crèmes solaires ? En fait, il y a deux impacts. Il y a l'impact climatique et il y a l'impact sur la biodiversité. C'est pour ça que ma collègue et amie Brune Poirson, d'ailleurs, lance une mission autour de ces pollutions en lien avec les océans, avec en plus la destruction des récifs coralliens. Et dans cette mission qu'elle a confiée à l'ANSES, qui est une autorité reconnue en la matière, il y aura justement cette étude d'impact potentiel sur les crèmes solaires, sur la pollution des océans, sur la destruction de la biodiversité. Les réponses sont à venir dans les mois qui viendront. Mais
tant sur l'économie circulaire, sujet que porte Brune Poirson, que sur les énergies renouvelables, et je voudrais vraiment qu'on puisse en reparler dans un instant. Là, on a véritablement un chemin et un modèle de développement inédit que nous portons depuis plusieurs mois, où on voit véritablement la transformation s'opérer. Racontez-moi, Sébastien Lecornu, je suis un Français, je vous regarde maintenant à l'heure de l'apéro sans alcool, en plein été, je suis tranquille, je me dis, mais qu'est-ce que vous avez fait pour moi pendant cette année où vous étiez au gouvernement? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Alors, sur les questions climatiques ou sur les questions climatiques? Sur les questions climatiques, incontestablement, on est sur une transformation qui est profonde, court, moyen et long terme. Et vous travaillez 12 mois d'engagement, je pense qu'au-delà des gros dossiers sensibles que j'ai pu gérer, comme Fessenheim, Bure ou Notre-Dame-des-Landes, qui m'ont occupé beaucoup de temps, mais qui sont des déblocages importants dans la vie nationale française, puisque Notre-Dame-des-Landes, on en parlait bien avant ma naissance, donc il y a quand même une certaine fierté à avoir débloqué un certain nombre de ces sujets. Donc je pense que les mesures peut-être les moins spectaculaires sont les plus utiles. Ce sont tous les groupes de travail que nous avons lancés pour libérer les énergies renouvelables. L'éolien, certes, mais également la méthanisation, la capacité à donner à nos agriculteurs les moyens de diversifier leurs revenus. C'est transformer les déchets en électricité. Exactement, ou en gaz, ou en biogaz, parce qu'on a besoin du biogaz. Pour éviter d'utiliser l'électricité, le pétrole en fait. Et pour éviter de nous servir des énergies fossiles, que ce soit le gaz fossile ou le pétrole fossile. C'est aussi une capacité de créer ce qu'on appelle du modèle des énergies à la ferme et de diversifier les revenus et les activités. C'est contesté ça sur le terrain, en fonction de où est-ce il faut mettre des unités de méthanisation. Parce que produire de l'énergie est un métier, et lorsque parfois on le fait mal, parce qu'on n'a pas forcément suffisamment bien formé nos amis éleveurs dans le passé, ça peut créer effectivement un certain nombre de désagréments, notamment en termes d'odeur, pour être honnête. Sébastien Lecornu, ça, c'est une belle solution. Pourquoi est-ce qu'on a seulement 400 unités de méthanisation, 500 en France, 8000, plus de 8000 en Allemagne? On avec des modèles qui sont différents, puisqu'en Allemagne, on est sur de la méthanisation, on fait de la culture dédiée, c'est-à-dire qu'on plante on ensemence des champs entiers pour justement avoir des cultures dédiées pour produire de l'énergie. Nous y refusons justement de puiser dans la matière première agricole pour le faire. On ne le fait qu'avec des déchets ou avec des produits dérivés. Ça, c'est un chemin sur lequel on s'engage massivement. On met beaucoup d'argent sur la table, on met des mesures de simplification, des mesures de structuration de la filière. On a fait tout ça avec justement le monde agricole à la faveur du dernier salon de l'agriculture. Et je me suis engagé à ce qu'au prochain salon de l'agriculture, on fasse un point à date. Normalement, si tout va bien, on aura multiplié par 2 le nombre de méthaniseurs, notamment de méthaniseurs agricoles ou industriels dans notre pays. C'est aussi une bonne nouvelle pour les territoires ruraux, puisque ce sont des énergies qui sont décentralisées au plus proche des territoires. On n'est pas un modèle jacobin, on passe des grosses centrales nucléaires avec des gros pôles de production d'énergie à des modèles de grande proximité. Pareil pour le solaire et pour le photovoltaïque, sur lequel nous avons pris des mesures absolument déterminantes. On viendra là-dessus. Place au soleil, c'est le nom d'une action que vous menez. Ce que vous faites en ce moment, par exemple, avec les unités de méthanisation, transformer les déchets en électricité ou en gaz, les résultats seront quand? Plausibles quand en France? Dans le quinquennat. Dans le quinquennat, on va vraiment très vite. On met vraiment pas dans 10, 15, 20 ans? Non, on met vraiment beaucoup de moyens financiers sur la table, avec des logiques de subvention, et de tarifs d'achat. On a pris des mesures, parce que dans notre pays, vous savez, c'est souvent ça le problème, on a pris des mesures de simplification administrative. C'est que parfois, il fallait 5 à 7 ans pour installer un méthaniseur. On va diviser les délais d'installation par 2. Donc vous voyez à quel point ça va aller assez vite. Ça, pour le coup, c'est le moyen de réconcilier économie et écologie. Parce qu'en réconciliant les deux, vous créez un modèle économique et vous créez un intérêt pour beaucoup d'acteurs. Il y a pédagogie à faire sur réconcilier économie et écologie. Les agriculteurs eux-mêmes en sont plus que ça. Ils en sont des acteurs absolument déterminants. Là aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on part du principe qu'en 2018, l'État peut tout faire, on a forcément perdu. Si on part du principe que seul l'argent public permet d'avancer, on perd tout ça. Mais oui, également en trouvant un modèle économique, parce que ça permettra de créer de l'emploi. Rapidement, 2 autres points. Place au soleil, parce que ça aussi, ça fait partie de vos missions, c'est-à-dire transformer, utiliser le soleil, qu'on a maintenant beaucoup en ce moment, pour le transformer en énergie. Et ça, vous battez aussi sur ce sujet. Oui, là aussi, on a pris pas mal de mesures récemment sur le sujet. Le soleil est une ressource infinie et gratuite. On aurait dû le faire bien avant, d'ailleurs. Une fois, on est bien d'accord, il y a beaucoup de retard. Il y a quand même certains territoires d'outre-mer qui nous ont ouvert la voie. Je pense par exemple à la Réunion. D'accord. Mais à la Réunion, par exemple, qui est un département particulièrement en avant sur le thermosolaire. Vous savez, ce sont ces chauffe-eau solaires qui sont installés sur les toits, puisque Didier Robert, le président du Conseil régional de la Réunion, a beaucoup aidé cette technologie-là. Moi, je souhaite qu'on puisse le faire à l'échelle entière du pays. C'est pour cela qu'il y aura des incitations fiscales. Donc, à celles et ceux qui boivent leur rosé et préparent leur barbecue actuellement et qui s'interrogent sur ce qu'ils peuvent faire, chauffer son eau en plein mois d'août à base de gaz ou d'électricité, alors qu'on est dans un département ensoleillé, et beaucoup de départements sont ensoleillés. Donc, il y a de la pédagogie aussi là, on voit bien utiliser l'énergie investir solaire
dans des équipements individuels permet de le faire. Chauffe-eau solaire, également les panneaux photovoltaïques en autoconsommation collective ou individuelle, c'est la voie de l'avenir. Un petit point, Sébastien Lecornu, vous étiez en Guyane il n'y a pas longtemps, vous êtes souvent en Outre-mer. Moi, je suis de la Guadeloupe. Premièrement, évidemment, ça fait des années qu'on aurait pu utiliser l'énergie solaire, c'est quand même pas assez utilisé. Mais surtout, la Guadeloupe est un département français qui est en pénurie d'eau potable. Les enfants vont à l'école avec des bouteilles d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau potable dans de nombreuses communes. Vous les laissez mourir de soif comme ça, dans le silence total ? Loin s'en faut. Un point de pédagogie sur ce dossier qui est grave et complexe, parce que la crise de l'eau en Guadeloupe n'a que trop duré, et c'est un dossier sur lequel je me suis particulièrement investi depuis plus d'1 an. Je suis allé 2 fois en Guadeloupe, j'y retournerai d'ailleurs avec le président de la République. Le chef de l'État, il va avec vous à la fin du mois en de septembre. C'est plutôt moi qui vais avec lui, d'accord. Pour être précis. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez changer pour... Si vous voulez, il y a plusieurs problèmes. Déjà, la difficulté, c'est que, enfin, c'est pas forcément une difficulté, mais en France, l'eau est une compétence communale, en tout cas intercommunale, des collectivités territoriales. Ce n'est pas l'État qui exerce la mission sur l'eau. Je pense que c'est important de l'avoir en tête. C'est sûr. Il y a un plan d'urgence de rattrapage massif à accomplir en Guadeloupe. 70 millions d'euros, 71 millions d'euros ont été mis sur la table, dont une part de l'État assez importante, puisque 17 millions d'euros sont débloqués en urgence pour faire des travaux sur les gros tuyaux, pour faire vite, pour limiter les fuites. Derrière, l'effort de rattrapage, il est absolument colossal, avec des inégalités en fonction des territoires de la Guadeloupe que vous connaissez bien. C'est pour ça qu'un comité de l'eau vient d'être installé en urgence par le préfet de région qui s'appelle Philippe Gustin. C'est dans sa feuille de route et on aura l'occasion justement d'aller au résultat au mois de septembre pour véritablement que chaque acteur politique de la Guadeloupe prenne ses responsabilités en la matière. Dernier mot, Sébastien Lecornu, en un mot, est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan ou pas suffisamment ? Non, jamais suffisamment. Merci beaucoup Sébastien Lecornu d'avoir été avec nous tout de suite le 13h sur CNews avec Barbara Klein.